Je suis surpris de vous voir en si grand nombre. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Jérémy Caron. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi je travaille. Ce soir, je vais vous présenter un essai qu'un étudiant de l'Université Laval a fait sur la grille du frein sur le territoire de Berthier-sur-Mer. Donc, on avait une belle opportunité à Berthier. Berthier a été très proactif dans la communication de la problématique de la grille du frein. Puis en même temps, on était supposé faire un projet de beaucoup plus grande envergure. Puis malheureusement, le financement n'a pas été accordé. Donc, avec le peu de sous qu'on avait, on cherchait un endroit, puis on avait un engagement avec l'Université Laval. Donc, on cherchait un endroit pour faire le projet. Puis vu que la municipalité de Berthier a été très proactive, puis en même temps, il y a beaucoup d'infrastructures, entre guillemets, récro-touristiques. Donc, on trouvait qu'il y avait un intérêt à développer ce projet-là, puis à faire une première assise, une première expérimentation sur le territoire de Berthier. Donc, en gros, l'étudiant, c'est Nafa Hamda. C'est un étudiant qui venait de l'étranger. Il était ici pour une maîtrise, un programme professionnel en biogéosciences d'environnement, qui est un programme de l'Université Laval, qui est très intéressant. Moi, ça fait 5 ans que je collabore avec Daniel Cloutier, qui est la chargée d'enseignement, la responsable du programme. Puis j'essaie de justement rendre des projets utiles à la société, en guillemets. Fait qu'on cible des problématiques sur les territoires, puis après ça, on essaie de développer des projets. Puis c'est ces étudiants-là que j'accompagne sur le terrain pour aller faire la collecte des informations, tout ça. Puis évidemment, là, répondre aux questions là, qui sont soulevées. Donc, en gros, c'est ça, c'est la gestion des freins dans une perspective d'infestation par la grille du frein sur le territoire de la municipalité de Berthier-sur-Mer. Donc, comme je vous ai dit, moi, mon nom, c'est Jérémy Caron, je suis biologiste, je travaille pour le comité ZIP Sud de l'Estuaire. En gros, le comité ZIP Sud de l'Estuaire, c'est un organisme de concertation, c'est un OBNL, donc c'est pas un gouvernement, c'est un organisme de concertation qui s'occupe du fleuve Saint-Laurent. Puis comme la problématique de la grille, puis il y a beaucoup de freins le long du Saint-Laurent sur notre territoire, donc c'est pour ça qu'on avait un intérêt envers ce projet-là. En gros, on a un très grand territoire, le bureau de la Rimouski, mais moi je couvre le secteur un peu plus à l'ouest, donc la MRC de Montmagny, soit de Berthier-sur-Mer, ça va jusqu'à, en matériellement, jusqu'à les Méchants. Donc, c'est 385 km de côte. C'est un très, très grand territoire à couvrir. Il y a beaucoup d'enjeux. Et on fait la concertation. Donc, on développe des projets avec les municipalités, avec les MRC, avec les citoyens aussi, qui sont partenaires. Donc, on a fait beaucoup dans le passé des projets de restauration côtière. Même la ZIP du sud de l'Histoire, on est renommé pour nos projets de restauration côtière. C'est notre fer de lance, là. Avec le fleuve, tout ça, je pense que vous êtes au courant, il y a beaucoup d'érosion, de submersion, ça brasse beaucoup, les tempêtes sont de plus en plus extrêmes. Donc, il y a des endroits comme ici, je pense que c'est à Notre-Dame du Portage, ou peut-être à Rivière-Ouelle, l'un des deux. Je n'ai pas été impliqué dans ce projet-là, mais c'est pour vous dire qu'en l'espace d'un hiver, la plage avait complètement disparu. Puis en même temps, la plage a un rôle écologique super important pour plein d'espèces. Donc, capelin qui va rouler sur la plage. Il y a certaines sortes de pluviers d'oiseaux qui vont pondre leurs œufs spécifiquement sur des plages aussi. Donc, il y a quand même un intérêt à maintenir ces habitats-là. C'est un habitat de transition aussi avec les vagues. Donc, dans ce cadre-là, c'est qu'on a remis du sable, mais avec un calibre un petit peu plus gros. Puis, on a implanté une plante qui est l'élime des sables, qui est une plante qui est retenue, qui retient le sable beaucoup avec son système racinaire. Donc, ça, c'est un exemple de projet de restauration côtière qu'on a fait. Aussi, on a été des pionniers pour utiliser des technologies novatrices, entre autres via le drone GPS. Donc, on est capable de créer ce qu'on appelle des modèles numériques de terrain, donc avec des images, c'est pas satellitaire, c'est vraiment avec des vols de drone. Puis avec ces cartes-là qu'on fait, on est capable de soit faire des inventaires, entre autres, comme quand il y a des plantes exotiques envahissantes, comme du roseau, on est capable de positionner des peuplements et tout ça. Donc, on a été des pionniers, même dans les premières versions, on utilisait des cerfs-volants avec des caméras. Il y avait des logiciels pour replacer des images, pour vous dire comment on a été précurseurs dans le domaine. Puis moi, ma spécialité, je gère beaucoup de projets, je fais beaucoup de montage de financement, mais je développe beaucoup de projets avec des jeunes. Puis on est venu quelques fois à Berthier pour faire le nettoyage de la plage. Cette année, malheureusement, on ne peut pas venir, mais les 2 années précédentes, j'étais venu avec différentes écoles de la grande région de Montmagny. Donc ça, c'est au parc du Marais, Montmagny. Une belle collecte qu'on a fait. Là. Juste pour vous dire, l'année passée, on a ramassé l'équivalent du 3/4 d'un camion d'un 10 roues de cochonnerie. 43 pneus. Donc, tout avec les jeunes du primaire, de pré-maternelle, finalement, jusqu'à 6e année. Donc, c'est des super beaux projets. Donc, on essaie d'impliquer les gens dans la communauté aussi des écoles. Donc, en lien avec l'essai, peut-être quelques remerciements. Premièrement, il y avait Jérôme Simon Morin,
qui était le sélectionneur d'essai à l'Université Laval pour la forme, qui est très impliqué. Daniel Cloutier, je l'ai mentionné tantôt, qui est chargé d'enseignement responsable du programme. François Lorenzetti, l'Université du Québec en Outaouais, il a fait beaucoup de projets avec la grille du frein. Puis entre autres avec des barrages à castor, avec les freins qui étaient en bordure. En tout cas, il nous a aiguillés sur plusieurs éléments là, en lien avec le projet. Puis comme je vous dis, c'est un projet qui était au départ. Il y avait dans les partenaires, il y avait l'Université Montmagny, l'Université de Lille. Ils nous ont donné un financement qui nous a permis de réaliser l'étude ici, ce qui est quand même assez incroyable. Comme les îles Sud de l'Estuaire étaient partenaires aussi avec les vols de drones. La Fondation Richelieu-Montmagny aussi, on avait des projets avec les écoles pour les impliquer, pour aller prendre des mesures sur les arbres. Donc c'était vraiment un projet qui était très complexe, très complet, qui était bien monté. En tout cas, c'est pas là qui n'est pas passé malheureusement. Il y avait Conservation de la Nature Canada parce qu'ils ont deux propriétés. Il y en a une à l'île aux Grues, puis il y en a une aussi à Cap-Saint-Ignace. Conservation de la Nature Canada, pour ceux qui ne savent pas, c'est un organisme de conservation. Donc ils font de l'intendance sur des habitats, sur des terrains qu'ils ont. Et après ça, il y avait Marc Séguin aussi, le propriétaire de l'île aux Oies. C'était tous des partenaires là, qui amenaient une contribution dans le cadre du projet. Donc, pour rentrer un peu plus dans le concret, au niveau historique, la grille du frein, finalement, c'est un coléoptère qui est envahissant et qui est venu d'Asie. Puis, ce qui est spécial, c'est qu'il est arrivé aux États-Unis en premier. Donc, après ça, tranquillement, il a migré vers le Canada. Il est arrivé en 2002 pour la Windsor en Ontario. À partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des problèmes. Puis là, il est en train d'étendre vraiment là, son aire de répartition là, un peu partout au Canada. Il a été introduit, c'est ça, avec des matériaux de bois. Les normes aux États-Unis pour importer du bois ne sont pas les mêmes qu'au Canada. Donc, ça a été une des problématiques qui a fait en sorte que la grille est arrivée ici en Amérique. Donc, on a eu c'est ça. Là, je sais qu'il y a eu des discussions après ça là, pour essayer de régler tout ça, là, parce qu'on n'en veut pas d'autres. En gros, en 2 décennies, ben, c'est 100 millions d'arbres affectés en Ontario, Michigan, les États voisins. Puis 1 million d'arbres morts. Mais là, ça date quand même, ces chiffres-là, de 2 ou 3 ans. Fait que là, on peut penser là, que ça va exploser d'ici ce temps-là. Au Canada, nous, c'est l'Agence canadienne de l'inspection des aliments là, qui établit la réglementation en lien avec le bois. C'est eux autres qui gèrent un peu les imports-exports. Donc, je sais que c'est spécial. On peut penser que c'est le Service canadien des forêts. Ils sont impliqués aussi. Et c'est vraiment eux autres qui travaillent au niveau de la réglementation. Puis là, présentement, au Québec, il y a une réglementation là, qui limite le transport du bois. Donc, aussitôt qu'il y a un arbre qui est abattu, comme un frein, il ne peut pas sortir de la zone réglementée. C'est carrément illégal. S'il doit sortir de la zone réglementée, ça prend un permis spécial. C'est quasiment considéré comme une matière dangereuse en lien avec les risques d'économiser d'autres du bois. Donc, présentement, la zone arrête à Kamouraska, et on peut penser qu'avec justement la migration d'insectes, qu'il peut y avoir d'autres zones qui peuvent se rajouter prochainement. Donc, en gros, pour ce qui est de la grille, elle s'attaque à vraiment toutes les espèces de freins. Que ce soit le frein noir, le frein blanc, le frein rouge, c'est les 3 espèces qu'on a au Québec. Puis aussi les variétés ornementales. Il y a eu beaucoup de variétés ornementales qui ont été créées, en guillemets, avec des hybridations. Donc, que ce soit des indigènes ou des cultivars, peu importe l'endroit où ils vont se trouver, ils risquent d'être attaqués. C'est souvent, par exemple, les arbres matures ou positionnés à des endroits qui sont très ensoleillés, qui sont favorisés par la grille en premier lieu. Donc, les arbres seuls dans les champs, on pourrait penser le long du fleuve, ça peut être un endroit qui pourrait être intéressant pour la grille aussi, à cause de l'ensoleillement. Puis en même temps, c'est des arbres qui sont souvent aussi de forte dimension. Donc, c'est un insecte qui aime ça, la canopée, être au chaud, être au soleil. Il n'y a aucune résistance présentement aux ravageurs. En Asie, les arbres ont développé des résistances naturelles. Donc, en Asie, la grippe du frein attaque seulement les arbres qui sont malades ou mourants. Tandis qu'ici, les arbres n'ont aucune résistance, donc ils s'attaquent vraiment à tous les âges, mais quand même, ils favorisent les arbres plus vieux. Puis c'est la mort systématique des arbres. On n'a pas encore trouvé de résistance naturelle des arbres à cet insecte-là. Donc, il n'y a pas d'arbre qui a de résistance naturelle. Donc, les arbres, généralement, quand ils commencent à se faire attaquer, bien, ils vont dépérir entre 2 et 5 ans. Puis, il y a quand même un risque élevé de dispersion. Puis, il y en a un qui est d'origine anthropique, parce que ce que les gens parlent au niveau de la dispersion, c'est que ça serait des gens qui auraient pris des bûches,
exemple, puis c'est beaucoup avec les campings. Donc, ils ont pris des bûches pour éviter d'avoir acheté du bois, ils les ont transportés, puis c'est là que ça a créé des nouveaux foyers d'infestation un peu partout sur le territoire. Mais l'insecte peut quand même parcourir jusqu'à 10 km durant sa durée de vie. Il peut quand même voyager de 10 km, c'est ça, durant sa vie. Donc, les signes d'infestation, ça, c'est quand même des choses qui sont assez importantes à observer. Si vous avez des arbres chez vous, vous voulez voir qu'ils sont malades, s'ils sont malades, le premier signe, c'est vraiment la défoliation. L'arbre va commencer à se défolier. Comme je disais tantôt, l'insecte va favoriser la canopée, vraiment la cime de l'arbre. Donc, l'arbre va se défolier tranquillement. Il va avoir l'apparition de drageons aussi sur le côté. Les drageons, c'est des tiges aventives. Quand un arbre est stressé, quand un arbre est blessé, souvent, il va faire des petites tiges pour compenser un peu les branches qu'il a perdues. Donc, ça, c'est un des signes importants. Après ça, on va avoir des trous. Quand on a fait l'inventaire de Berthier, je vais en parler un petit peu plus tard, on a vu des trous. Il y en a qui ressemblaient à. C'est un D majuscule. Donc, on voit qu'il y a vraiment un petit plat. Ce n'est pas un trou qui est rond parfait, c'est un trou avec une espèce de petit doigt. Donc, on voit, ça, c'est la grosseur d'une scène. Donc, c'est très, très, très petit. Ça prend un bon œil pour observer les trous. Ce n'est pas nécessairement systématique. Il peut y avoir des trous, des fois, ils sont difficiles à trouver. Et souvent, ce qu'on peut observer aussi, c'est quand les arbres sont très atteints, c'est que c'est les petites chenilles, finalement, les petits vers qui vont se promener entre l'écorce et le bois dur de l'arbre, dans l'aubier qu'on appelle. Ça, c'est l'aubier, c'est ce qui transporte la sève vers les branches, vers les feuilles. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est des petits chemins comme ça, mais ils sont cachés en dessous d'écorce. Mais quand les arbres sont très attaqués, c'est des écureuils et des pics de bois qui vont arracher des morceaux d'écorce. Parce que les écureuils sont friands de l'arbre avec d'insectes aussi. Donc, ils vont arracher des petits morceaux d'écorce pour pouvoir manger les larves. C'est très protéiné. Donc, c'est une façon de voir. Poser une question. Oui. Les trous, c'est à quelle hauteur? Est-ce que c'est très haut? C'est difficile à voir? Ça peut être partout sur l'arbre. Moi, quand j'en ai vu des trous, il y en avait sur le tronc, à différentes hauteurs. Ça peut être à la base, autant que ça peut être très, très haut. Oui. Mais l'arbre va se promener vraiment partout dans l'arbre. Donc, en gros, le cycle de vie, je ne veux pas nécessairement passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est juste pour vous expliquer que la première étape, c'est vraiment l'alimentation. Donc, comme j'expliquais tantôt, les adultes vont manger les feuilles de la canopée. Puis après ça, graduellement, ils vont aller pondre. Ça va assez vite, hein, c'est 7 à 10 jours. Quand l'insecte s'est transformé en adulte, 7 à 10 jours plus tard, il va être prêt à pondre une première cohorte de petits insectes. Donc, ils vont aller pondre au niveau de l'écorce. Après ça, les œufs vont se développer. Puis après ça, c'est les larves qui vont se promener en dessous de l'écorce. Donc, fin mai à fin juillet, c'est là qu'ils vont pondre leurs œufs. Après ça, une vingtaine de jours, ils vont éclore. Puis après ça, c'est là que la larve va faire vraiment ses dégâts en se promenant là, à l'intérieur de l'écorce. Donc, on les voit, les petits chemins ici. Si la larve montait de façon longitudinale, ce ne serait pas grave. L'arbre survivrait. Mais c'est vraiment le fait qu'elle coupe comme les canaux de circulation de la sève qui montent vers le haut de l'arbre. Puis c'est vraiment la petite chenille, c'est ça, la petite larve qui se promène à l'intérieur. Après ça, elle va se transformer en pupe. Elle va passer l'hiver dans le bois. Le froid ne les tue pas. Donc, ils vont se réveiller au printemps. Et après ça, ils vont se transformer en pupe. C'est un peu l'équivalent du cocon là, chez les papillons. Et après ça, elle va se transformer en adulte. Elle va émerger, elle va sortir de l'arbre. C'est là qu'en sortant de l'arbre, qu'elle va faire le trou en forme de D que je vous parlais tantôt. Donc, c'est vraiment à l'émergence, quand elle va sortir de l'arbre. Puis après ça, elle va recommencer le cycle. Donc, c'est un cycle qui est annuel, qui va continuer comme ça, année après année. Oui? Quelle est la durée de vie de l'avril en soi, quand elle est adulte, elle peut répondre plusieurs fois ou Il faudrait que je revérifie pour être certain. Je ne sais pas répondu comme certains insectes. Il y a beaucoup d'insectes qui vont survivre à l'hiver en se cachant en dessous des écorces. Mais la grille, il faudrait que je vérifie juste pour être certain. Parce que si elle fait ça plusieurs fois. Ça peut être en 20 ans, mais si je prends l'exemple, comme les maringouins, souvent, ce qui va générer la prochaine cohorte de maringouins, c'est ceux qui vont avoir réussi à survivre à l'hiver. Mais pour la grille, il faudrait que je vérifie pour venir. Donc, l'objectif de l'essai, c'était vraiment de réaliser un inventaire, puis on visait à cartographier les freins en bordure du fleuve Saint-Laurent, surtout dans les secteurs récréotouristiques et la marina. Comme je vous disais, le projet principal n'a pas passé, malheureusement. Donc, on n'a pas eu le choix de cibler un endroit. Puis
comme on parlait de secteur écotouristique tantôt, c'est là qu'on avait le potentiel de cibler des arbres, ce que j'appelle la haute valeur de conservation. Donc, il y a des arbres qui ont un petit peu plus d'importance, par rapport au fait qu'ils contribuent à tout l'aspect écotouristique de la municipalité. Donc, on s'est vraiment concentré sur ces sites-là. Donc, le grand secteur de la marina, donc tout le trou de Berthier jusqu'à la plage. Je vais vous présenter une carte tantôt, on va bien le voir. Puis d'élaborer un plan de gestion pour les freins dans une perspective d'infestation par la ville. Donc, on a fait une revue de littérature. On est allé chercher les dernières technologies, les dernières études sur le sujet pour vraiment avoir une mise à jour là, qui était vraiment là, à date là, sur tout ce qui était possible et essayer de voir comment on pourrait traiter la problématique vraiment à l'échelle de la municipalité. Donc, les inventaires terrain, c'est quoi les données qu'on est allé chercher? On est allé chercher ce qu'on appelle les diamètres à hauteur de poitrine. Donc, c'est une mesure de la circonférence de l'arbre à hauteur à peu près de la poitrine. Comme ça, ça nous donne la grosseur de l'arbre. Puis cette grosseur de l'arbre-là, couplée à la hauteur, on est capable d'avoir la biomasse totale de l'arbre. Donc, c'est quoi la quantité de bois qu'on a dans l'arbre? Donc, ça, c'est des données qui peuvent nous être utiles après ça pour voir c'est quoi la biomasse totale de résidus de bois qu'on va avoir en lien avec la zone qu'on va avoir inventoriée. Après ça, avec un GPS, une tablette numérique, on a positionné les arbres sur le terrain. On regardait s'il y avait des signes d'infestation. Les signes d'infestation, c'est ce que je parlais tantôt. S'il y avait des petits trous dans l'écorce, s'il y avait des tiges adventives sur les côtés, si la cime en apparence était belle. Puis après ça, on regardait les marques d'érosion côtière, parce que c'est sûr que le long du fleuve, ces arbres-là ont quand même une utilité. Puis on le voit ici, là. Les arbres qu'il y a là, c'est les glaces qui ont cogné dans les arbres. Donc, c'est vraiment le premier rempart de végétation là, qui protège de l'érosion. Donc, ça, c'est un autre élément qu'on a regardé aussi. Donc, c'est quoi les enjeux de la perte des freins? C'est quoi les enjeux environnementaux? Donc, en gros, je vous les présente, c'est la perte d'ombrage. Donc, la perte d'ombrage, un arbre qui a une canopée, qui a des feuilles, il crée de l'ombrage. Vu que ça crée de l'ombrage, ça ralentit les écarts de température. On parle tous des changements climatiques, les îlots de chaleur, excusez-moi, la sécheresse, quand il y a de l'ombrage, ça évite au sol de dessécher ici. Donc, ça, c'était des éléments importants. La perte de biodiversité, c'est sûr qu'un arbre avec ses feuilles, ça crée de l'abri. On fait juste penser aux oiseaux et aux endroits pour se faire des nids. C'est un exemple. Ça pourrait favoriser les pics bois, mais en même temps, en général, il va y avoir une perte au niveau de la biodiversité. Diminution de la stabilité des berges. On s'est aperçu ici qu'on a un bel exemple. C'est que souvent les frênes, c'est la première végétation riveraine qui protège des catastrophes qu'on a le long du Saint-Laurent, des tempêtes extrêmes. Donc, il y a un rôle écologique de ce côté-là qui est très important. Puis le long des cours d'eau. Je n'ai pas parlé beaucoup des cours d'eau jusqu'à présent, mais toute la rivière Boyer, on a 100% de freins sur des kilomètres de rivière. On fait juste penser que si ces arbres-là meurent, ça peut être des risques géodésiques, ça peut être des glissements de terrain, ça peut être ces arbres-là vont se ramasser dans le fleuve, donc on va les retrouver après ça le long de la berge. Donc c'est pour vous dire qu'il y a d'autres enjeux aussi qui ne sont pas nécessairement couverts dans cet essai-là, mais qui sont là. Puis la disponibilité en eau. Un arbre avec ses racines, ça pompe l'eau dans le sol, c'est vraiment surprenant. Puis ça redonne l'eau à la végétation même qui est dans le pourtour des arbres. Ça, c'est prouvé en milieu agricole. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus, que les cultures en milieu agricole profitent de l'eau qui est pompée par les arbres à proximité. Donc, la disponibilité en eau, ça pourrait être un élément aussi. Après ça, les enjeux socio-économiques, c'est... Oui? Une question par rapport à ça. Justement, quand on parle de biodiversité, les biologistes sont sensibilisés à ça, et puis on parle d'interconnexion des milieux et des canopées. Oui. Et là, avec les problèmes de feux de forêt qu'on a, comment on va maintenir notre biodiversité et notre interconnexion de canopées comme ça? Les biologistes, vous en êtes dans la réflexion à ce moment-là? Comment je pourrais dire ça? Là c'est sûr que l'enjeu du Nord, avec tous les feux qu'on entend parler, c'est ainsi. Là, c'est sûr que là-bas, les feux font partie de la régénération des forêts. C'est sûr que l'homme intervient beaucoup, il y a des enjeux pour tout ça avec l'homme. Mais à la base, c'est un écosystème qui est bâti sur la régénération via les feux de forêt. Pour la partie ici, c'est sûr qu'il y a une grosse proportion de freins à Berthier, on va le voir tantôt sur la carte. Oui, pour avoir des enjeux de déplacement. C'est sûr qu'ici, on est dans un milieu qui est anthropisé, il y a beaucoup de maisons, c'est un milieu urbain, il y a moins de faune qu'en forêt. Puis, la perte d'un arbre en forêt, un frein qui est dans une érablière, va avoir moins d'impact
qu'un massif de frêne qui va être à un endroit, puis qui va disparaître tout d'un coup. Puis je suis allé en vacances en Ontario l'été passé, puis je suis arrivé à des endroits que toute la forêt était grise, là, toute la forêt était morte. Puis c'est le passage de la grippe du frêne, puis de la maladie irlandaise de l'orme qui revient. Fait que ces deux maladies-là, il y avait des massifs, il y avait juste de l'orme, juste du frêne, puis ils sont toutes morts. Mais en même temps, c'est là que je vais parler tantôt d'importance de diversifier. Dans les prochaines étapes, pour remplacer ces arbres-là, il va falloir idéalement diversifier les arbres à implanter. Ça va éviter ces problématiques-là. Puis à Cap-Saint-Ignace, c'est un autre bel exemple. Quand on regarde les photos historiques de la municipalité, il y avait une canopée, on ne voyait presque pas de l'église sur les photos aériennes parce qu'il y avait des immenses ormes. Ben, c'était juste des ormes qu'il y avait dans le village. Et quand la maladie hollandaise de l'orme est passée, ben, toutes les ormes sont morts. Fait qu'en coupant les ormes, ben, malheureusement, quand il y a une faiblesse comme ça, ben, toutes les arbres disparaissent. Mais comment on se protège des feux de forêt dans une... Ici, on a des forêts feuillues, on a protégé beaucoup par rapport au fait qu'on a des forêts feuillues. Là-bas, c'est des forêts de résineux. Okay. Puis pour avoir été travaillé dans le Nord, quand ça vient sec, ça vient sec. Moi, je me souviens, on marchait dans le bois, puis à la fin de la journée, je saignais du nez parce que c'est sec. Fait que les feux passent, puis les feux passent vite. C'est ça qui n'est pas évident. Mais ici, on est dans une autre dynamique, on a beaucoup plus de forêts de feuillus, beaucoup plus résilientes au feu que les feux dans le Nord. Ce qui se passe présentement. Oui? Pour revenir à nos frênes, là. Oui. Moi, je regarde où on est, j'ai presque pas de terrain. C'est sur les côtes qui descendent au feu. Il y a peut-être des endroits ça, puis je suis sur les lignes de roche. Ils vont tirer de l'eau, mais ils peuvent vivre dans un sol assez aride quand même. Donc, leurs racines s'étonnent, c'est ne veut pas descendre. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les frênes qu'on va trouver dans les bois autres qui travaillent différemment? Bien, à la base, le frêne, c'est une essence c'est un arbre qui adore des milieux un peu plus humides, un peu plus frais. Dans le schiste, souvent, il y a des cassures, puis il peut y avoir des sources dans le schiste. Il peut aller chercher assez de façon... c'est pour ça que c'est une essence qu'on voit beaucoup le long des cours d'eau, le long des lacs, ou souvent dans les érablières, les pochettes, où il y a de l'eau stagnante le printemps. Souvent, même, ça forme des petits lacs le printemps, puis l'été, ça disparaît. Puis on a souvent en pourtour des frênes blancs, puis au centre, le frêne noir, parce que le frêne noir, lui, il aime vraiment ça avoir les pieds dans l'eau. On le voit souvent en association au cèdre, dans les cédrières, le frêne noir aussi. Mais toutes les espèces de frênes... À quoi distingue le frêne blanc de le frêne noir? C'est relié à l'écorce, relié à la taille de l'arbre, la forme de l'arbre aussi. Beaucoup le milieu où on va le trouver. Okay. C'est plus le frêne rouge puis le frêne blanc qui sont plus difficiles à reconnaître. Beaucoup plus difficiles. Merci. Donc, en gros, les enjeux socio-économiques pour la municipalité, bien, il y a des enjeux de sécurité, parce qu'il y a des fils électriques, on le voit ici sur cette photo-là, il y a la proximité des propriétés, vous allez voir, on a une carte tantôt là, qui va expliquer ça un peu. On a les coûts de gestion aussi, les traitements, l'abattage, quand il y a un arbre immense qui est pris dans les fils électriques, c'est pas la même chose qu'un arbre en forêt qu'on fait juste abattre, qui tombe à terre. L'autre, il faut tout les monder, il faut le traiter de façon différente. Il y a des coûts de remplacement des arbres aussi. Idéalement, ces arbres-là, à terme, s'ils meurent, ben, ça serait le fun de planifier une dynamique de remplacement. Augmentation de la consommation d'énergie. C'est sûr que s'il y a une belle canopée l'été avec un effet d'ombrage, mais si l'arbre n'a plus sa canopée, il perd ses feuilles, ben, inévitablement, ça peut être potentiellement des coûts pour la climatisation. Puis même à l'inverse, l'hiver, même si c'est des feuillus, veut pas un arbre, ça ralentit le vent. Qu'il soit feuillu, qu'il soit résideux, que ce soit en hiver, en été, ça ralentit le vent. Donc, on peut penser en hiver que les vents vont avoir plus d'influence. Une baisse des valeurs et potentiellement de l'esthétique des propriétés. C'est sûr qu'un terrain avec beaucoup de beaux gros arbres versus un terrain avec plus d'arbres du tout. Il y en a qui aiment les arbres, ça peut contribuer à l'esthétique. Puis, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis là-dessus sur la valeur des propriétés. Il y a des endroits qui avaient des immenses rangées d'arbres le long des rues. Quand la maladie a passé, ben, ça allait affecter la valeur des propriétés et la vente des propriétés. Donc ça, je viens d'en parler avec l'esthétique. Augmentation de la force des vents, je viens d'en parler. Puis les maladies cardio-respiratoires, cardiovasculaires. C'est sûr qu'un arbre, ça filtre l'air aussi. Ça évite que les poussières aussi. Si ça freine le vent, on a moins de poussière dans l'air, inévitablement. Donc ça a un lien aussi au niveau de notre santé. Donc, en gros, les résultats, quand on est allé sur le terrain pour la zone, je vais vous montrer la zone, on a inventorié 2030 freins. Donc, 80% en tenure privée, puis 11% en tenure publique.
Évidemment, le secteur de la marina est considéré comme un secteur qui public. Il y avait 416 freins matures riverains. Donc, le frein montrer riverain. la carte avant de Oui. les chiffres parce qu'on puisse Regardez. visualiser le site. OK. Ça, c'est la carte, puis je reviendrai, puis vous avez raison. La carte. On s'est vraiment, comme je disais, concentré sur la portion riveraine. Puis on est allé des fois un petit peu plus à l'intérieur des rues parce qu'on considérait finalement qu'il y avait des rues qui faisaient partie un peu du potentiel techno-touristique de la municipalité. Il y a cette rue-là ici qu'on n'a pas fait. Ce massif-là, ici, il y avait énormément de freins. Probablement que nos chiffres n'auraient peut-être pas doublé, mais pas loin. Juste avec ces deux massifs-là. Évidemment, il y en a aussi à l'intérieur du cœur de la municipalité. Mais quand on regarde la fonction riveraine, c'est tout ce que vous voyez en rose et en vert. Donc, en vert, c'était les gauches de freins, mais en mauve, si on veut, rose, c'était vraiment des freins matures. Pour la plupart, c'est des freins matures. Je vais vous le montrer tantôt. Oui? Est-ce que ce sont tous des freins blancs qu'on a? Il y a du mélange frein blanc, frein rouge. Il y a peut-être aussi des variétés ornementales, mais on n'a pas pu faire la différence. Comme les trois espèces de freins, on n'a pas vu de frein noir. Comme les trois espèces de freins sont attaquées, on n'a pas fait de distinction au niveau de l'espèce. On n'avait pas nécessairement besoin, puis elle n'est pas évidente la distinction entre le frein blanc et le frein rouge. Elle n'est pas évidente. C'est ça. On préférait se concentrer pour essayer d'inventorier le plus possible de territoire. Juste prendre le DHP sur 2000 arbres, puis faire l'inspection sur 2000 arbres, il y a prescription de terrain à deux, juste pour faire ça. Puis comme je vous dis, on n'avait pas de financement associé à ce projet-là. On a fait notre possible avec ce qu'on avait comme financement. Puis je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, si je reviens un petit peu avec les chiffres, je vais reprendre tout le temps avec la carte tantôt. Donc, 416 freins matures riverains, 156 freins à proximité d'infrastructures anthropiques. Donc, à 3,5 mètres, soit d'une maison, d'un chalet ou de fil électrique. Mais en même temps, dans un frein gros comme ça, qui est à 6 mètres, il va quand même. Il faut quand même voir la distinction. Là. Donc, on a regardé à 3,5 mètres, qui étaient les normes d'Hydro-Québec. On s'est fié là-dessus. On n'a pas vu de signes ou symptômes d'infestation. On n'a pas vu. En même temps, on a vu des trous, mais comme je disais, ils étaient plus ronds. C'était probablement un autre petit parasite. Il y a plein de parasites de frein en même temps, potentiels qui peuvent attaquer. Mais en même temps, ils ne sont pas tous aussi dangereux que la grille du frein. Donc, ils ne risquent pas nécessairement de tuer l'arbre. Après ça, la taille moyenne, c'était 25 cm de DHP, puis 12 mètres de hauteur. Donc, on voit vraiment que c'était des arbres matures, on le voit ici avec les tableaux. La majorité, c'est des arbres matures et de forte dimension. Donc, on le voit ici avec les DHP. C'est sûr que de 10 à 30, c'est quand même une bonne. Il y a beaucoup d'arbres dans cette classe-là. Et c'est quand on regarde la hauteur, entre 5 et 10 mètres, 10 et 15 mètres, puis entre 15 et 24,5 mètres. Puis on a inventorié un qui avait 119 cm de DHP. Proche de l'ancien manoir, là, il était énorme. C'est un des plus gros que j'ai vu. Oui? À partir de quelle grosseur peut avoir une infestation? On sait qu'on a des petits, on a des gros. À partir de quelle grosseur? Toutes les stades. Toutes les stades peuvent avoir des infestations, mais comme je vous disais tantôt, ils vont préférer les arbres bien positionnés au niveau de l'ensoleillement. Puis idéalement, c'est ça, là, assez haut au niveau de la canopée. Ils vont avoir un soleil ouest moins que la ville. Donc, c'est pour vous dire que ça, c'est les chiffres qui ont sorti, donc c'est majoritairement des freins qui sont matures. Excusez-moi? Oui? Aucun a été infesté là-bas. Bien, comme je dis, je veux dire, il y en a peut-être des infestés, mais il y en a peut-être des infestés, mais en passant, je vais vous présenter un tableau tantôt, c'est que à mesure que les signes d'infestation, à mesure que l'arbre est infecté, les signes d'infestation deviennent de plus en plus évidents. On a vu des arbres avec des petites tiges amantiques, des fois. On a vu des arbres avec des trous. Mais on n'a pas été capable, hors de tout doute, de relayer ça à la grille du frein. Maintenant, je vais poser une question un peu bizarre, mais moi je suis tout au bord de l'eau. Tout ce fait, c'est le bord de l'eau. Oui. On est constamment en plein d'eau. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas d'eau, c'est extrêmement rare. Est-ce que ça peut faire quelque chose? Faire une étude entre les freins qui sont à l'intérieur du village, qui ne sont pas dans le vent du large, et puis ceux-là. C'est intéressant de dire en disant si la grille a la peine d'arriver ou pas. Oui. Mais moi, je me dis, après ça, c'est sûr que ça peut aller dans toutes sortes de directions. Moi, ce que je me dis, ce qui est important, puis vous allez voir avec les mesures qui vont être proposées tantôt, c'est de voir comment affronter la problématique, justement, en fonction des citoyens. Moi, je me dis, le citoyen va être au cœur, en tout cas dans la proposition d'essai, le citoyen va être au cœur de la détection.
de la détection, puis d'essayer d'être proactif par rapport à son terrain. Vous allez voir, il y a quand même des mesures qu'on peut faire pour protéger des freins. Moi, il y a des freins aussi que je considère à haute valeur de conservation. Tout ce qui est le long de la plage, c'est des freins qui sont à haute valeur de conservation parce qu'ils fournissent un effet d'ombrage pour les gens qui fréquentent la plage. Même chose dans le secteur de la marina. En vert, ce n'est pas des très, très, très gros arbres, mais les gens l'été sont en dessous de ces arbres-là, ça je peux vous le confirmer. Quand il fait tout en haut de 30, les gens sont là. Et c'est tous des freins. Le long du stationnement aussi, c'est tous des freins de nature. Donc, ils ont quand même une utilité. Comment la municipalité va prendre en charge, comment les citoyens vont être impliqués. Là, ça va revenir à la municipalité d'analyser l'essai, puis de voir un peu c'est quoi les mesures aussi qu'elle peut prendre en charge. Parce que c'est gros, là. C'est pas une petite problématique. Mais en même temps, on est au début. C'est pas comme si toute la forêt était infectée, puis là, OK, là, c'est quoi qu'on fait? Puis c'est ce que je trouve plate, puis je vais vider le cœur un petit peu. Je suis souvent trop en avance quand je vois quelque chose arriver. Quand on a déposé le projet à l'échelle de la MRC, on s'était dit, on est au bon moment. On est au moment où on peut voir les choses arriver, où on peut prendre en charge la problématique, informer les gens, créer quelque chose, créer un réseau, puis intervenir au bon moment. Mais le problème, c'est qu'ils ont dit, on n'est pas capable de voir, les gens du programme, que l'érosion côtière, qu'il y a un lien entre l'érosion côtière et la mort des arbres. Et là, le problème. C'est que là, présentement, il faudrait agir avant pour être capable, à la limite, peut-être de replanter des arbres avant que les arbres meurent. Mais on n'est pas capable de le faire parce qu'il faudrait que tous les arbres soient morts pour que là, on va dire, ah, OK, là, c'est le temps d'agir, mais là, il va être trop tard. Excusez-moi, je vais faire la parenthèse. Mais je l'ai eu sur le cœur. C'était un beau projet, on avait plein de beaux partenaires. On avait 2 universités, on avait 3 essais de maîtrise qu'on avait fait sur la marine, sur tout le territoire. Malheureusement, là, je vois qu'il y a de l'intérêt, je vois qu'il y a beaucoup de monde, puis tout ça. Je trouve ça le fun, puis on va en parler, je vais informer les gens de la MRC. Mais en même temps, à l'échelle de la municipalité, comment prendre en charge ça? Je sais que ça fait partie un peu du mandat de la municipalité, mais comment prendre en charge quelque chose comme ça? Oui. À propos des ZIP et puis de zones côtières, chez nous, chaque année, il y a quelqu'un qui vient pour voir, c'est le ZIP qui vient, il a un papier, puis il regarde juste les érosions et tout ça. Par la même occasion, est-ce qu'il pourrait commencer à s'occuper de regarder les freins? Ben, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est la même compagnie, c'est où c'est le ZIP au complet? Pour ça, je dis que c'est ça nous rendre service quand ils viennent. C'est sûr, mais en même temps, il faut comprendre que je vais prendre. Je ne veux pas trop s'étaler là-dessus non plus, puis je veux qu'on reste concentré sur la grille aussi. Mais il faut penser que quand il y a une problématique émergente comme ça, puis là, il y a la cape asiatique qui s'en vient dans le fleuve à un moment donné, qui va arriver. Quand on a des problématiques émergentes comme ça, c'est la gestion sur le terrain, c'est les municipalités, c'est les MRC, puis ils ont des équipes limitées, ils ont des ressources limitées, il faut le comprendre. C'est des problématiques énormes, puis à un moment donné, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle du citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que la municipalité peut faire, mais à un moment donné, c'est sûr qu'on soit. Ah, il faut qu'on se mette tous ensemble, c'est clair. À l'échelle d'Hydro-Québec aussi, parce que Hydro-Québec, l'année dernière, il y a 2 ans, sont venus chez moi, dans le cours, en arrière, puis ils ont coupé des freins, parce qu'ils disaient qu'ils étaient appelés à mourir, puis qu'ils étaient trop proches des fils électriques, mais il y avait à peu près 20 pieds de frein. C'est tout ça. C'est tout ça. Puis même un arbre qui est vivant va avoir encore des services écologiques à rendre. Fait que, tu sais, moi, je me dis, à quelque part, il va y avoir une prise de conscience pour commencer. Puis après ça, c'est quoi qu'on va être capable de faire atterrir. Mais là, on va arrêter les questions comme ça parce que je vais en parler plus loin. Puis vous allez voir, il y a quand même des choses intéressantes. Donc, en gros, c'est ça. Fait que ça, c'est l'inventaire qu'on a fait. Mais vous voyez, ça amène toutes sortes de questionnements. Ça, c'est un inventaire que moi, que j'avais fait. J'ai loué une maison pendant 2 ans, Berthier. Donc, j'ai adoré mon passage dans la municipalité. Puis, j'avais fait un inventaire de la canopée en préparation, justement, du programme là, pour déposer au projet. Donc, ça, c'était, pour vous dire, c'est la vue, si on veut, aérienne avec la forme de la canopée des arbres. Donc, pour vous dire qu'il y en a quand même pas mal de. Donc, en gros, la biomasse, on a fait le calcul de la biomasse, comme je vous disais, avec le DHP et la hauteur, ça nous permettait de calculer la biomasse. Donc, seulement pour les freins inventoriés, pas toute la municipalité, mais ça seulement pour ce qu'on je vous ai montré. La moyenne, c'est 286 kg par frein pour une biomasse totale de 582 036 kg.
Donc c'est quand même assez considérable. C'est là qu'on voit que c'est des freins assez gros. C'est là qu'on voit les freins en ligne, l'importance des freins en ligne le long du Saint-Laurent. Les jardins aussi, sur le bord de la rue. Ça, c'est la tenure privée. Bon, on ne faut pas de cachette, c'est beaucoup de tenure privée, c'est sûr, à Berthier. Puis les arbres en tenure publique sont moins représentés. Mais en gros, c'est ça que je veux vous dire pour la biomasse totale. Je vais revenir tantôt. Donc, au niveau du plan de gestion, il y a différents éléments qui ressortent. Donc, il y a des éléments liés avec la réglementation. Donc, c'est important de considérer le fait que, on a vraiment une interdiction de sortir le bois de la zone réglementée. Donc, ça a été finalement décrété par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. L'information, la sensibilisation des citoyens, ça va être important, en lien avec la zone réglementée et les mesures de gestion. L'inventaire des freins sur le reste du territoire, ça va être important aussi. Parce que là, on a un portrait pour la zone côtière, mais à un moment donné, peut-être se pencher, là, surtout à l'intérieur du périmètre urbain ici, là, il va y avoir des arbres, il va y avoir des enjeux de gestion, déterminer les emplacements de ces arbres-là, les quantités, prioriser les secteurs d'intervention, je vais en parler plus loin. La détection et le dépistage, donc l'inspection visuelle, tout ça, moi je me dis, il y a une place pour le citoyen ici au travers de tout ça. On ne peut pas avoir des œufs partout. Donc, c'est là que je parlais tantôt, les signes, là, puis même les petits trous dans les arbres, les trous en forme de D. Quand on est au début de l'infestation, de l'an 1 à l'an 5, ils sont rares. Pour ça, je vous dis, on est peut-être juste au début. Il y en a de la grille, je suis pas mal certain qu'on est au début. Puis, aussitôt que ça remonte, ben, là, c'est sûr qu'à la fin, ben, on a plusieurs cycles qui est fait au travers d'un même arbre. Donc là, les trous sont plus fréquents. Comme c'est un peu les symptômes que j'expliquais tantôt, la couleur de la canopée peut changer aussi, ça peut devenir un petit peu plus jaune, les feuilles. En gros, c'est ça. Donc, c'est un tableau là, qui montre un peu là, comment reconnaître là, si la forêt ou la canopée ou les feuilles de peuplement est affectées ou non. Donc, les autres méthodes pour le dépistage, ben, on a l'écorçage des branches. Ça prend des branches qui sont assez hautes dans le tiers supérieur de l'arbre. Donc, des branches assez grosses, aussi de 5 à 12 cm de diamètre. Donc, avec une plaine qu'on appelle, on peut les écorcer. Puis, si on voit les petits chemins à l'intérieur, ben, il y a une méthode d'inventaire pour déterminer si des larves sont présentes dans l'arbre. Après ça, il va y avoir des pièges olfactifs aussi. Donc, il y a un produit qui est collant à la base sur le piège, puis qui attire, qui est spécifique à la grille. Il y a d'autres insectes peut-être qui vont aller se coller, mais il est vraiment spécifique à la grille et la couleur. Donc, c'est comme si ça l'attirait, puis il va se coller dessus. Donc, ça permet de dénombrer si la grille est présente aussi sur un territoire. Mais il faut quand même l'installer, comme je disais tantôt, assez haut dans l'arbre. Vu que la grille utilise la canopée supérieure, donc c'est 13 mètres ou plus, avec des arbres d'au moins 20 cm de diamètre. Donc, ça prend, vous pensez à une grue, quelque chose, une espèce de chariot élévateur pour être capable de se rendre jusque-là. Puis la période, c'est du 1er mai au 31 août. Dans la lutte, concrètement, là, il y a différentes techniques. Il y a eu le développement d'un piège qui est Fraxiprotect. C'est un procédé qui a été breveté. Il y a un champignon pathogène à l'intérieur. Donc là, c'est le même principe. Ils mettent un produit qui attire. La grippe, souvent, c'est des phéromones. C'est quelque chose qui est sexuel, donc qui attire les adultes. Les adultes vont tomber dans le piège, mais vont pouvoir sortir. Mais en même temps, ils sont infectés par le champignon. Le champignon, après ça, ces adultes-là deviennent contagieux. Donc, ils vont aller donner la maladie, entre guillemets, aux autres agriles en tentant de s'accoupler avec eux autres ou juste en n'étant pas trop loin. Donc, ça, c'est une des techniques qui a été développée. Mais en passant, il n'y a aucune technique qui est 100% qui est efficace à 100%. Tu sais, ça, c'est des techniques qui donnent le coup de main pour baisser les populations, mais il y a toujours des risques quand même en lien avec le parasite. Il y a des guêpes parasitoïdes. Il y a 4 espèces qui ont été autorisées. Donc, des guêpes parasitoïdes, c'est une guêpe finalement qui va aller pondre son œuf sur la grille. Donc, en pondant son œuf sur la grille, ben, la larve de la guêpe qui va sortir, en sortant, va aller manger la grille par l'intérieur. Donc, elle va tuer la grille. Donc, ça, c'est les techniques qui ont été utilisées. Mais encore là, les recherches sont vraiment au début. Je sais que c'est un peu dégueulasse. Quand on pense à ça. Mais en tout cas, il y a quand même 4 espèces, puis il y a des tests qui ont été faits, mais c'est tous des procédés ça, qui sont plus à long terme. Quand on installe une population avec des guêpes, il faut penser que les guêpes s'installent, mangent la grille, donc c'est un cycle, et c'est plus long. Et sinon, ben, il y a certains résidents, là, au travers de nos inventaires, on a parlé avec des gens qui ont déjà traité les arbres, mais les arbres, normalement, c'est bon pour 2 ans. Donc, il faut les retraiter année après année, mais c'est une des seules techniques qui permet de préserver l'arbre.
C'est un insecticide, c'est développé à partir d'un arbre qui vient d'un autre pays, je me souviens plus, j'en ai pas en tête. Mais en même temps, le long du fleuve, moi je me pose des questions à long terme, si les arbres, les souches restent là, si ça ne peut pas affecter la biodiversité en lien avec le fleuve, peu importe, en tout cas, c'est une des seules techniques qu'il y a présentement pour vraiment là, empêcher les arbres. Encore là, il ne faut pas trop qu'ils soient atteints. Oui? Ce serait quoi les coûts moyens pour traiter un arbre avec ce projet? Je vais vous revenir avec ça tantôt parce que je voudrais être certain, mais c'est en lien justement avec le diamètre à hauteur de poitrine. Puis c'est en lien avec la circonférence, la grosseur de l'arbre. Je sais que, je pense que Jonathan on avait parlé un petit peu, là, il y a un gros arbre, là, ça peut revenir quand même assez cher, peut-être 300-400$ pour un gros frame. Mais en même temps, je vais revenir avec le chiffre exact tantôt. Je l'ai quelque part dans le site. J'ai fouillé. Donc, dans la lutte, l'abattage peut être quelque chose d'intéressant. Dans le sens que moi, je ne suis pas dans le préventif. L'arbre, quand il est encore en vie, quand la cime est encore belle, moi, je me dis qu'il y a encore une utilité écologique. Mais quand, à un moment donné, il y a 30% des branches qui sont complètement défoliées, que là, l'arbre est vraiment, tu sais, puis qu'à la limite, il peut avoir une question de sécurité publique, soit en lien avec les fils électriques, les habitations, ou les risques que les branches nous tombent sur la tête. On peut quand même les bûcher. La seule chose, idéalement, visée du 1er octobre au 15 mars, parce qu'il y a une possibilité de contrôle avec l'abattage. Si on le fait durant cette période-là, les arbres sont prisonniers, entre guillemets, à l'intérieur de l'arbre. Donc, si on se dispose de l'arbre de la bonne façon, donc on risque de diminuer la présence du parasite. Mais il y a quand même un risque de dispersion. Là, on dit là, on est tous concertés, on est tous conscients, on va tout bien le faire. Mais à un moment donné, ça va prendre une personne qui va le bûcher, puis qui va envoyer son beau-frère à Gaspésie, puis là, ça va partir. C'est un exemple, mais c'est un peu ça qui se passe aussi. Et si on entrepose les bûches sur notre terrain? C'est une des solutions. Idéalement, il faut garder le bois sur place, dans la mesure du possible. Mais quand je dis sur place, ça pourrait être là, dans l'environnement de la municipalité. Là. Mais idéalement, il ne faudrait pas que ça... Mais est-ce que ce que je veux dire, c'est est-ce que ça augmente l'infestation de nos propres arbres? Ça va dépendre un peu. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a d'autres techniques. Parce que nous, on a abattu l'automne dernier. Puis ce printemps, je suis convaincue qu'on en a beaucoup d'insectes. Ça se peut parce qu'à la base, je vais en parler avec l'annihilation. L'annihilation, c'est une des techniques qui vise à blesser volontairement un arbre pour que les insectes soient attirés. Généralement, quand un arbre est blessé, l'insecte est attiré par cet arbre-là. Puis, ça, c'est une autre façon. Donc, on blesse volontairement certains arbres, petits ou moribonds, pour attirer le ravageur et après ça, les abattre. Puis, tu sais, en disposer de la bonne façon. Mais comme je vous dis, on est au début, puis il faut regarder un peu les champs. Si à un moment donné, je ne sais pas, moi, je vais en parler un petit peu plus loin, il y aurait une entreprise qui récupérait la biomasse, qui serait capable de traiter les arbres pour tuer les vers à l'intérieur de l'arbre, là, il y aurait un gain. Mais moi, je me dis, à l'échelle d'une propriété, si on garde le bois chez soi, c'est déjà quelque chose à la base de bien. Parce qu'à un moment donné, je disais, les premiers protocoles qui ont été faits, c'était soit de brûler les arbres, fait qu'au niveau des changements climatiques, on n'est pas là pantoute, brûler les branches ou les enterrer. C'était ça les deux, trois possibilités qu'il y avait. Moi, je me dis, je pense qu'on peut essayer de penser. Puis là, il y a la fragmentation, je vais en parler un petit peu plus loin. Et quand on chippe le bois de certaines grosseurs, on peut même s'en servir comme paillis, ça tue les arbres. On peut même s'en servir comme paillis chez soi. Donc, juste de garder le bois à l'échelle de la propriété, c'est déjà quelque chose de bien. Au moins, ça évite la dispersion du parc. Oui? Mais là, on parlait d'entrée. L'entrée, la bulle peut se déplacer sur une dizaine de kilomètres. Oui. Par contre, quand on a l'arbre et qu'il y a des qui sont forts, l'œuf ou l'arbre, il y a plus de sel. Est-ce qu'il y a un mur ou est-ce qu'il peut rester latente? Elle peut se développer encore. Est-ce qu'on peut le développer? On peut se développer encore. Combien de temps est-ce qu'elle peut rester active? Ça serait une bonne. Je ne suis pas dans la précision présentement. Mais si on regarde sur le terrain et qu'elle est active, mais sur le site, il y a beaucoup de sites maintenant qui traitent de la grille, puis probablement que si vous faites une petite recherche sur Internet, vous trouvez. Moi, comme je vous dis, je vous présente les constats généraux aujourd'hui. Mais dans le pointilleux, on pourrait aller très très loin. Puis même juste la dispersion d'insectes, il y a encore des flous. Il y a encore des flous.
Puis il y a beaucoup de flou encore. Les études que je parlais tantôt ne sont pas encore à terme, que ce soit les guêpes parasites, les autres pièges. Moi, je me disais même, est-ce qu'il y aurait possibilité à l'échelle de Berthier, je donne un exemple. Ça, c'est dans l'effervescence du projet. C'est pour ça que je me disais, on pourrait aller partout. Est-ce qu'on serait capable d'installer, exemple, des pièges? Ben, supposons la norme, exemple, est aux 40 mètres. Est-ce qu'on pourrait l'installer aux 20 mètres? Puis voir l'effet que ça a à l'échelle du territoire pour éviter, puis essayer de garder nos freins à haute valeur de conservation. Nulle part parle de freins à haute valeur de conservation. Il parle de ralentir. Beaucoup dans les études, ce qu'ils essayent de faire, c'est de ralentir la progression. Quand il y a un arbre, c'est ces techniques-là, on essaie de se débarrasser des arbres, puis sinon de ralentir la progression en traitant. Il y a des études qui ont sorti que s'ils traitent 20 des freins à l'échelle d'un territoire, bien, ça diminue 90 les risques d'infestation. Ça, c'est des études qu'on a. Mais est-ce qu'on est capable d'intervenir à cette échelle-là en fonction du nombre de freins qu'il y a à Berthier? Toutes des choses qu'il faudrait pousser la réflexion encore un peu plus loin. Oui? Lorsqu'on parle de l'annihilation, ça se pratique de quelle façon? Généralement, c'est avec une scie mécanique ou une scie, on fait le tour de l'arbre. À quelle hauteur? On fait le tour de l'arbre, ça peut être à n'importe quelle hauteur. Tu sais, je veux dire, Tu peux faire moi, quand j'admets je l'ai déjà fait avec des épinettes et des mélanges, pour le faire sécher debout avant de le bûcher. Puis généralement, moi, j'amenais à la base à peu près 1 pouce tout le tour. Je trouve ça intéressant parce que j'ai au moins 400 freins sur mon terrain. Comme elle dit, ça peut être une technique. L'image, pas mal de propriétés. Oui. Mais c'est pour ça qu'on parle des blessés. Les blessés, mais déjà là, regardez pour les arbres qui sont déjà un peu plus faibles ou déjà atteints. Le but, c'est que généralement, les insectes vont être attirés spécifiquement par ces arbres-là. Ils vont être plus intéressants. Probablement déjà plus affaiblis, donc peut-être plus facile à coloniser. C'est dans cette dynamique-là. Oui, excusez-moi. Moi, j'ai vu dans certaines régions, entre autres, où il y en a plus présentement. Je pense dans le coin du Richelieu, entre autres. Et tous ces arbres-là ont été abattus, et ont été abattus souvent par des compagnies, mis en bas de chauffage. Peut-être un petit peu pour des meubles pour certains. Oui. Mais si tu le gardes chez vous et tu le regardes pourrir, tu ne peux pas regarder ton terrain mal propre non plus. Là. Non, c'est sûr. Quand à un moment donné, il va être brûlé, ce bois-là. Oui, moi je me dis en bois de chauffage, mais moi je vais en parler tantôt. Et on a un potentiel ici, c'est la biomasse potentiellement. L'hôpital de Montmagny chauffe à la biomasse. Donc ça serait une des avenues, je vais en parler tantôt. Okay. Mais ça serait une des avenues. J'avais contacté une visite de Copeau de Bois, évidemment, avant le sinistre. Puis j'en avais discuté, mais eux autres, ils avaient déjà leur source d'approvisionnement, ils n'avaient pas besoin de nouveaux matériels. Je les avais quand même contactés. Ils ont ouvert une filière avec la MRC de Montmagny pour valoriser les produits des autres usines et tout ça. Est-ce qu'il y aurait possibilité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour les produits du frein? Le CGFA, c'est Apolline, produit de biomasse. C'est eux autres qui fournissent le tableau. C'est tout ça. Ça serait quoi la chaîne de valeur? C'était ça le but du projet qu'on voulait monter aussi. C'était de regarder les avenues pour le bois. Malheureusement, c'est ça, ça n'a pas été retenu, mais ça faisait partie des objectifs. Maintenant, est-ce qu'on est capable de le faire quand même? Peut-être que oui. Mais moi, je me dis à quelque part, ça serait important de la valoriser. Moi, selon moi, je veux dire, on a une ressource, ça serait important de la valoriser. C'est mon point de vue personnel. Donc, les mesures de gestion, c'est ça. La gestion des résidus, ça va être un élément important. Je parlais de la communication, les gens, les résidents, parce que, comme je disais, c'est la principale cause présentement de la mobilité, entre guillemets, du parasite, c'est les vecteurs anthropiques. Donc, c'est des gens qui déplacent les résidus de bois, qui, à la limite, sortent de la zone réglementée, doivent être neutralisés. Donc, je l'expliquais rapidement, déchiqueter, conserver sur le site, la torréfaction aussi, le fait de chauffer le bois, ça peut être un élément de se débarrasser du parasite. Les chaudières à biomasse, je vais en parler tantôt. La mort des arbres sur pied, ça va être important de les reboiser rapidement, surtout le long du fleuve. Puis même idéalement, sur le long du fleuve, moi je me dis qu'il faudrait y aller de façon préventive, planter des arbres avant que les arbres meurent, logiquement. Comme ça, les systèmes racinaires vont être mieux établis. De toute façon, si l'arbre meurt tranquillement, il va avoir quand même une fonction de maintien des sols, un arbre qui est mort. Ça a quand même une fonction de maintien. Et graduellement, les autres arbres vont reprendre le dessus. La grille, est-ce que la grille du frein, elle touche le frein, mais elle peut toucher d'autres arbres aussi? Présentement, je n'ai pas vu de mention à ce niveau-là. Non, parce qu'il y a tellement d'abondance de freins. Puis c'est drôle, hein, parce que quand je parlais de l'Université du Québec en Outaouais, ils ont fait beaucoup de projets de lutte intégrés. Parce que là-bas, il n'y a plus beaucoup de forêts intégrales comme ici.
Fait qu'il y a des endroits, là, c'est le long des cours d'eau. Les freins sont le long des cours d'eau. Fait qu'eux autres ont la possibilité d'intervenir à la limite de couper le frein dans des secteurs pour limiter les foyers de contagion. Mais ici, je ne pense pas, on l'a analysé, puis je ne pense pas que ce serait possible, à cause que le frein est vraiment partout. Les armoires sur pied, donc reboiser rapidement, maintenir les services écologiques. Les services écologiques, c'est les services que la nature, les arbres nous rendent. Donc le maintien des sols, l'ombrage que je parlais tantôt. Les retirer en lien avec la sécurité publique, c'est sûr que s'il y a un enjeu de sécurité publique, il faut les enlever. Laisser les racines au sol, surtout le long du fleuve. Il ne faudrait pas arracher les racines le long du fleuve parce que là, on va exacerber les problématiques d'érosion côtière, puis de lessivage des sols, etc. Puis c'est pas légal de toute façon en passant. Puis après ça, il y a une dynamique de Chico pour la biodiversité. Là. Je sais que c'est spécial, mais il faut quand même avoir une petite pensée pour ça. C'est des endroits où les arbres, c'est pas grave, à la limite, qu'ils soient morts, puis qu'ils restent là, puis qu'ils fassent des chicots. Ça peut être intéressant pour la biodiversité, pas juste pour les pics bois. Les arbres à cavité, il y a énormément d'oiseaux, d'animaux. Les ratons laveurs, là, il n'y a pas très très longtemps, ils sortaient des arbres. Ils vont passer l'hiver dans les arbres. Souvent les gros érables creux. Tout le monde qui aime les ratons laveurs. C'est quand même une place. Dans les mesures de gestion aussi, importance d'impliquer les citoyens. Je trouve ça le fun de voir autant de personnes ici impliquées. Je suis vraiment agréablement surpris. La détection rapide et la surveillance, c'est un autre élément qui est important si on veut prendre en charge la problématique. Comme je disais, informer et soutenir les citoyens aussi dans leur démarche. Donc, si à un moment donné, le citoyen veut s'impliquer, il faudrait qu'il y ait des services pour l'accompagner par rapport à sa propriété, par rapport à ce qu'il veut faire dans sa communauté. Le respect de la réglementation, c'est la dynamique de déplacer les arbres, comme je parlais tantôt, les bois, puis compléter les inventaires. Compléter les inventaires, ça va être important parce qu'on n'a pas encore d'idée de c'est quoi la répartition des freins à l'échelle du territoire. Puis un exemple, là, quand on a mis la publication avec Jonathan, ça a été super trippant parce que les gens nous donnaient des adresses, nous disaient « Hey, venez voir chez nous si vous voulez. » Ça a été tout de suite l'effet que quand on a averti qu'on allait sur le terrain, excusez-moi, c'était pas clair, mais quand on a averti qu'il y avait allé avoir des inventaires, il y a plein de personnes qui ont commencé à nous contacter pour qu'on aille chez eux, qui étaient concernées, qui étaient sensibilisés par ça. Ça, c'est un bel exemple. Je trouve que, comme je le disais tantôt, la municipalité de Berthier a vraiment été proactive. C'est une des seules municipalités que j'ai vues aussi proactive à transmettre l'information et à informer ces gens. C'était super intéressant. Puis quand je parlais des opportunités, récupérer le bois, une biomasse de 582 tonnes, on pouvait chauffer l'hôpital d'Amkoui. On a fait les conversions pendant 6 mois de temps. Donc, c'est quand même pas rien. Ça, c'est juste les freins qu'on a inventoriés. Puis l'hôpital de Roumanie, un peu plus grosse, pendant 2 mois et demi de temps. C'est quand même intéressant. C'est une avenue potentielle. C'est quand même 1386 cordes de bois de chauffage. On a quand même calculé. Il y avait des mobiliers urbains aussi. Il y a des municipalités qui ont décidé de faire du mobilier urbain avec les arbres. C'est sûr qu'avec des quantités comme on parle, c'est peut-être pas tout le temps possible, mais ça demeure quand même des avis. Et ça, cette collection-là, c'est juste à partir de votre inventaire. Juste à partir de l'inventaire. Les 2000 quelques arbres qu'on a inventoriés. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que l'essai de maîtrise, on rentre dans d'autres détails, puis on a déterminé une échelle de priorisation ou même avec des traitements. Traitement à l'insecticide, c'est des arbres à haute valeur de conservation, il y a même des coûts associés à ça, mais c'est comme je dis, il y a des petits bémols, il faut prendre ça. Ça, c'est un portrait d'un scénario, entre guillemets, avec des mesures pour conserver les arbres. Là, il y a on ne le voit pas, mais il y a des lignes électriques au travers de tout ça qui ont été considérées dans ce schéma-là. Mais c'est pour vous dire qu'il y a de la lutte biologique là-dedans. Après ça, il y avait avec des priorités, avec haute priorité, faible, moyenne. Les arbres en rouge avec des petits points en rond, c'est vraiment les arbres qui peuvent être potentiellement dangereux, qu'il faudrait idéalement maintenir depuis longtemps. Mais le but, comme je disais tantôt, c'est d'essayer de ralentir la progression d'insectes, puis éviter qu'à un moment donné, qu'il y ait un abattage. OK, la maladie est là. Il y a 90% des arbres qui sont malades tout d'un coup. Là, il faut intervenir, il faut couper 90% des arbres comme ça. C'est ça qu'il faudrait idéalement éviter sur le territoire de la municipalité. Essayer de ralentir le plus possible la progression. Si un arbre est sain, à un moment donné, les gens se parlent, OK, on va tout couper les freins tout d'un coup. Il faut y aller là, de façon prudente. Puis en même temps, développer des outils là, pour qu'on aille vraiment qu'on fasse une lutte intégrée. Puis il faut vous dire aussi qu'on a inventorié en lien avec le programme. Un des problèmes qu'on a eu avec le programme, c'est que les bases de données qu'on avait sur le territoire ne prouvaient pas qu'il y avait du frein.
Donc, quand ils ont refusé la première fois le programme de financement, parce qu'ils disaient, bien, on n'a pas de frein sur le territoire. Mais nous autres, on ne s'était tellement pas posé la question, on savait qu'il y en avait du frein. Que là, on est retourné faire des inventaires pour leur prouver qu'il y avait du frein. Donc, ça, c'est un secteur à Saint-Ignace. Ça, c'est la propriété de conservation de la nature Canada, de Rivière-Vincelot, sur le bord de la route 132. Je ne sais pas si y en a qui connaissent. Mais c'est tous des gros freins matures qu'il y a là-dessus. Il y en a tout le long de la rivière. Puis ça, tous les petits ronds en rouge, c'est des peuplements de freins. Donc, on voit qu'il y a quand même un niveau présent. Les endroits où il n'y a pas de ronds, c'est souvent des endroits où il n'y a pas de végétation. Donc, ça, c'est un secteur aligné. Un autre secteur qu'on a fait pour prouver qu'il y avait vraiment beaucoup de freins en rive. Donc, on le voit, là, ça, c'est tous des peuplements. Les grands carrés qu'il y a là, c'est tous des grands massifs en régénération de freins. Donc, encore une fois, on s'est concentré sur la portion des freins, mais avec tous les enjeux d'érosion qu'il y a en Lille, à chaque année, on entend de plus en plus parler. Un comité environnemental qui se penche maintenant sur toutes les dynamiques d'érosion, submersion côtière. Évidemment, le frein va faire partie certainement des enjeux que nous allons discuter. En gros, c'est ça. Ce que je voulais vous présenter. Donc, en conclusion, il y a beaucoup d'enjeux de gestion de communication à venir en lien avec la problématique. C'est important de prendre en charge la problématique pour limiter les coûts écologiques et financiers, pas juste les coûts écologiques, mais vraiment financiers, étaler la stratégie dans le temps, et que les citoyens sont au cœur de la démarche. Donc, encore une fois, je suis vraiment content de voir qu'il y a autant de personnes ici. Nous, ça me donne un signal, puis moi, c'est sûr qu'on va en parler. Je vais transférer l'information à la MRC pour dire, regardez, là, il y a des gens ici qui étaient là, c'est pas pour rien, parce qu'il y a une problématique réelle, les gens veulent s'impliquer, c'est leur propriété, ils ont bien la nature, il y a une question, c'est beau un arbre aussi, à Berthier, c'est quelque chose qui est précieux, il y a beaucoup d'arbres, puis ça fait partie de la beauté de la municipalité aussi. Donc, c'est sûr qu'on va en reparler. Je ne sais pas c'est quoi la continuité de tout ça. Je vais certainement en reparler avec Jonathan, puis évidemment les élus. Mais c'est sûr que c'est ça. Il y aurait une belle prise en charge à faire, c'est évident. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, la gestion au niveau des freins, est-ce que c'est seulement pour retarder l'abattage de tous ces arbres-là? Parce que finalement, moi aussi, j'étais en Ontario, j'ai vu les forêts, il ne reste plus rien. Est-ce que nos interventions vont juste freiner le temps qu'on plante d'autres essences, ou il y a une possibilité de sauver quelques arbres, peut-être? Moi, je me dis, présentement, on est dans le fait de retarder. Ça, je ne voudrais pas le cacher, on est vraiment dans le fait d'essayer de retarder le maximum. Est-ce qu'il y a des nouvelles façons de faire? Ce que je parlais tantôt, installer des pièges, par exemple, tout proches les uns des autres. La norme est au 20 mètres, on dit on en a au 10 mètres. Mais rien n'est sûr à 100%, tu l'as dit? Non, exactement. Piège, mettons, puis on va dire qu'il capte 100%. Exactement. Des parasites, peut-être même pas. Peut-être pas. C'est ça. Ça va être quoi les tendances? Est-ce qu'à un moment donné, il y a un oiseau, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va se contrôler naturellement? Oui. C'est pas évident, parce que justement, les endroits où elle a passé, il ne reste presque plus rien. Les endroits où il reste des freins, c'est parce que les gens sont intervenus pour les maintenir artificiellement. On va le dire comme ça, avec des insecticides ou d'autres méthodes. Parce que tu parles de l'insecticide, il y a sûrement un impact sur les autres insectes. Il ne faut pas croire que ça atteint seulement la grille. Si on traite un certain pourcentage en municipalité, on intervient aussi dans l'écosystème de la municipalité. Potentiellement, l'avantage de cet insecticide-là, NAFA a fait une recherche bibliographique sur le produit qui est utilisé. Puis finalement, ce qui est ressorti, le trienzin, c'est que les études ne voyaient pas de modification des communautés d'insectes autour des arbres en lien avec les feuilles, la déposition des feuilles, en lien avec la déposition des branches. Mais ce qui reste dans le tronc, c'est injecté quelque part dans le tronc. Comment c'est géré à long terme, quand l'arbre va pourrir, quand l'arbre, on n'a pas de données là-dessus. L'avantage, comme je disais, c'est que c'est synthétisé à partir d'une molécule qu'un arbre sécrète de façon naturelle dans un autre pays. Je ne me suis pas dit. C'est un peu utopique de penser qu'on va traiter nos arbres. Tu dis c'est 300 $. Dans 10 ans, je vais te vérifier. Ça fait 3 000, mais sur un seul arbre. Non, c'est 300 en 2 ans, ça dure 10 ans. C'est minimum 2 $ par an. C'est ça. Normalement, je pense que le traitement est bon. C'est bon 2 ans. Ça, c'est pour les injections. Idéalement, il faut le faire avant que la bébête soit trop là, en guillemets. Moi, j'ai des gens que j'ai rencontrés qui avaient traité leur propriété.
les arbres. J'ai vu des tags aussi sur des arbres, fait que ça me donnait l'indice que potentiellement, avec des numéros, des codes, qu'il y avait peut-être eu un traitement qui avait été fait. Mais encore là, c'est comme je dis, il n'y a rien qui est mur à mur, il n'y a rien qui va fonctionner à 100%, il n'y a rien qui... C'est la problématique. Je fais juste un autre parallèle. La carpe asiatique, présentement, il y en a qui disent qu'elle est là, c'est des individus qui sont stériles, puis etc. Mais la carpe des roseaux, là, elle va brouter là, tout ce qui a brouté jusqu'à la racine. Toute la végétation là, le long du fleuve, là, elle va brouter jusqu'au fond, si elle arrive dans le fleuve. Fait que c'est quoi ça prend généralement 7 générations pour qu'un prédateur, à un moment donné, décide, OK, je vais manger de la carpe asiatique, puis je vais en faire mon repas à moi. Ça prend 7 générations. Bois Blanche, quand elle avait fait la transition du fleuve au champ, ça a pris environ 7 générations. Puis là, maintenant, ils ne mangent presque plus au fleuve, ils vont juste manger dans les champs. Fait que là, le fait de dire qu'à un moment donné, il y a un insecte, il y a un oiseau qui va s'adapter, mais c'est sûr, le fait de mettre un insecticide, de mettre quelque chose, c'est sûr que potentiellement, ça a un impact sur les autres animaux, les autres oiseaux, les pics-bois qui vont aller manger d'autres, des insectes naturels qui sont là, présents dans le frein. C'est sûr qu'il peut avoir un impact. Moi, personnellement, je suis biologiste, mais à la base, je ne suis pas interventionniste. Mais l'urgence actuellement, c'est de trouver des essences pour remplacer ces freins-là. Oui, interventionniste dans ce sens-là, oui. Mais interventionniste, je parlais sur l'insecte, pour mettre des insecticides, tout ça. Mais oui, je suis interventionniste plus pour faire comme vous dites. Mais ce qui est intéressant jusqu'à maintenant, c'est que dans votre gros inventaire, vous en avez pas trouvé un cas. Moi, j'ai un grand terrain avec de nombreux freins. C'est la première année que je vois des signes sur un de mes freins. Là. Je ne suis même pas certain que c'est ça. Alors, écoute, j'ai vu des boisés dans la région de Montréal, sur la rue Sud aussi, qui sont complètement défaites, là, qui sont desséchées. Mais dans la région aussi, ça fait plusieurs fois que j'entends dire « Ah, j'ai de la grille sur mon frein ». Mais tu vois, c'est que je me fie à votre inventaire, vous n'en avez pas trouvé un, j'en trouve pas un. C'est sûr, mais comme je dis, on n'a pas installé les pièges qui nous auraient permis de les trouver, par exemple. Ça, c'est l'affaire. Oui, c'est moi la dame là-bas, ça fait longtemps. Oui. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un dans la salle qui sait si la municipalité a un plan pour replanter des arbres. Ça me semble que ça paraît urgent pour replanter des arbres. Je n'ai pas cette information-là, mais... Nous l'avons déjà fait. Il y a eu une distribution d'arbres samedi dernier. Alors, c'était possible de venir chercher des arbres. Et puis, par la suite, nous, on a conservé certains arbres pour pouvoir replanter. Ça fait partie, je pense, du projet de la municipalité. Mais c'est sûr que... Mais ceci dit, madame, on peut avoir beaucoup d'intentions, mais il faut se donner le temps et les moyens de réaliser aussi toutes ces interventions-là. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui avec la conférence qu'on a sur la grille du frein, c'est justement une conférence qui est préventionniste. On est en avance, on est avant le problème. Mais il y a souvent des personnes qui interviennent, comme là, vous n'avez pas obtenu le financement, qui disent, ben non, on ne bouge pas avant que le problème arrive. Mais c'est ça. Alors, il faut avoir de la vision. Je pense que Berthier-sur-Mer est une municipalité extraordinaire. Et puis, c'est de constater justement qu'on a quelque chose qui peut devenir un problème, c'est déjà de lever un drapeau puis dire on lance une alarme. Et puis là, c'est à nous, tous comme citoyens, de recevoir cette information-là puis dire ben, oui, on le met dans notre carnet de commandes puis on travaille en priorité. Bien, je trouve ça intéressant, puis on parle de plantation d'arbres préventifs. Déjà là, ça peut se faire, plus vite ça va se faire, plus vite qu'il va y avoir quelque chose qui va prendre racine quand la problématique va arriver. Une autre idée folle que j'avais eue à un moment donné, je te le disais, en lien avec la plage, je vais prendre un jeu d'inter rapidement tantôt, c'est s'il y a des arbres qui meurent, des gros arbres, puis évidemment que les citoyens, propriétaires des terrains sont d'accord,
pourquoi pas faire des sculptures ou des œuvres d'art à partir de ces arbres-là, qui, à la limite, qui auraient la pensée. Tu sais, même dans le projet, moi, je ne l'ai pas parlé au niveau du frame, au niveau de l'essai, parce que je vais pas été dans tous les détails, mais on voulait faire un site de démonstration potentiellement en lien avec la marina. Il y a quelques frames, il y a un peu d'érosion côtière, là, juste en face, un peu de Créo Barbecue, ces coins-là. Pourquoi pas faire un site de démonstration à cet endroit-là, puis expliquer la dynamique, juste mettre un petit code QR avec la grille du frame, tu sais, puis qu'il y ait un petit contenu interactif, que les gens, ah oui, hey, c'est le fun, il y a quelque chose qui se passe, tu sais, puis ça pourrait devenir un genre de site de démonstration pour la MRC où les gens viendraient pour ça en même temps. Fait que, tu sais, il y a des opportunités, il n'y a pas juste des choses négatives. Moi, je pense qu'il y a des opportunités, puis comme vous l'avez dit, on est au début. Puis moi, comme tu sais, elle avait été recensée en passant en 2021, la grille. Je ne me souviens plus de la source, à Berthier. Je ne sais pas c'est où non plus. Mais je sais qu'elle avait été recensée en 2021. Mais encore là, on est au début. Si les arbres sont vraiment biologiques ou recensés par c'est ça, là, j'en vérifie au niveau de l'essai. C'est comme je vous dis, j'aurais aimé ça avoir eu plus de temps pour que la FA soit ici, mais là, c'est ça, il fallait qu'il retourne dans son pays. Ça a été un petit peu compliqué, mais on voulait quand même donner au moins la base du travail qu'on avait fait. Puis après ça, il va certainement avoir d'autres interactions là, plus tard. Oui? Oui, juste pour la présence, c'est très intéressant d'aller là avec les gars, parce que c'est sûr que la grille est présente pour les groupes. C'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui l'avait déclaré en 2021. Les vies pris avec ça, puis Saint-Jean-Port-Joli également. C'est très surprenant qu'on soit un endroit où il n'est pas présent. Effectivement, l'infestation n'est pas avancée dans son stade. Puis on est comme Valère vient de dire au début, en mode préventif, mais moi, ce que je comprends, les deux choses qui sont les plus intéressantes, c'est de replanter dès maintenant au pied des arbres existants qui sont des frênes, sans nécessairement partir en panique de tout abattre. C'est de réussir à dire aux citoyens, conserver vos arbres le plus longtemps, effectivement, on va prendre le temps de dépérissement d'agir, mais en ne fait pas attendre que l'arbre montre des signes pour replanter. On a déjà qu'on se met en mode quasiment c'est un beau message pour la communauté de Berthier, c'est-à-dire au pied de chaque frein, on se remet un jeune arbre ou une autre présence de frein. Rapidement, dans le plan familial, c'est ce que nous avons fait déjà il y a 4 ans, c'est-à-dire qu'on a doublé les freins qu'il y avait là parce qu'on disait qu'ils ne sont pas très gros, alors c'est le temps de planter quelque chose d'autre près de ces freins-là. On a mis du chêne, on a mis du tilleul, qui sont des espèces indigènes sur le bord du fleuve aussi, et on a rajouté d'autres arbres qui ne sont pas gros encore, là, ils ont 7-8 pieds, mais si on veut préparer cette canopée-là, je pense que c'est une des premières actions à faire, c'est-à-dire qu'il faut reboiser déjà. Comme je vous dis, je vous ai présenté les résultats vraiment assez sommaires, là. Mais dans l'essai, il y a une méthodologie en lien avec la diversification aussi des peuplements. Fait que, ils vont par grande famille, c'est tant de pourcentage d'une famille, tant de pourcentage de l'autre. Idéalement, essayer de garder ces ratios-là justement pour diversifier. Le problème qu'on a à Berthier, c'est qu'on le voit partout ailleurs, à Québec, j'ai vu des reportages à Québec, à Lévis. Le frêne était une essence, il n'y avait pas de maladie, une essence qui était assez longévive, un bois qui était quand même là. Tu sais, il n'y avait pas d'entretien avec le frein. Ben, fait qu'on plantait du frein. Là, c'est ça. Ça amène des. Pas assez diversifié, ça amène des fois d'autres choses. Oui? Si j'en trouve, mettons. Non, excusez-moi, allez-y. Concrètement, si j'en trouve sur mon terrain, je l'avertis ici, je fais quoi pour signaler ça? Comme je dis, pour faire le suivi. Moi, je vais en parler avec les représentants de la municipalité. Moi, je viens vous présenter l'essai. Là, il y aurait plein de belles choses à mettre en place. Vous savez, hein, c'est quoi? Après ça, nous autres, on a essayé de trouver le financement, on n'a pas été capable de trouver. On s'est essayé 2 fois. On n'a pas été capable. Ça va, les financements pour faire le suivi, les cartographies. Donc, on passe par la municipalité qui va passer devant vous à ce moment-là. Je donne l'idée sur un programme. Il y a le programme 2 milliards d'arbres qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça pourrait peut-être être une alternative. Mais encore là, on dirait que c'est fait pour des grands projets. Ça implique de planter minimum 10 000 arbres, je pense. 10 000 arbres, c'est quelque chose à planter aussi. Fait que, le programme n'est pas nécessairement adapté à ces problématiques-là. Il va y avoir peut-être un deuxième tour de roue. Moi c'est ça. Moi, je suis dans un changement de vie professionnelle aussi de mon côté. Fait que, si à un moment donné, je vais rester quand même en lien sur des enjeux, mais c'est sûr que c'est une stratégie qu'il faut qu'il soit mis en place. C'est pas simple, hein?
Parce que les MRC sont impliqués, c'est pas évident, tout le monde cherche de l'aide. C'est une chaîne qu'il faut bâtir, il faut qu'il y ait Exactement. un maillon après maillon, qu'on sache quel est le maillon qui est avant et après. Exactement. Comme ça, on arrive à rien. Oui. Alors, j'ai vu ce très bel essai pour un rôle en 2019 chez moi. Donc, ça fait un certain temps qu'il est ici. 2019, avant la pandémie. C'est sûr qu'il y en a. Est-ce que la municipalité et la MRC a déjà mis en place un plan de démarchage, de démarche? Parce qu'on dit que le citoyen doit se faire au cœur de la démarche. Ben, c'est ça. S'il n'y a pas de démarche organisée, nous, c'est difficile de s'impliquer. Ça, je comprends. Ben, le but du projet qu'on voulait faire, c'était en lien avec la MRC, tout ça. Moi, je pense que votre présence ici, c'est la plus belle chose qui ne pouvait pas se passer pour la suite des choses. Moi, c'est sûr que je vais revenir à Geneviève Paré, qui était aménagiste en chef à la MRC de Lillet, puis à Catherine Plante à Montmagny. C'est sûr que je vais leur parler de ce qui s'est passé ici. Donc, genre d'appui, une pétition, je ne sais pas, moi, quelque chose pour mettre la pression pour vous aider à aller plus loin dans votre projet. C'est comme je vous dis, je vais faire ce que je peux. C'était un beau projet, c'était bien monté. On va essayer de voir comment on peut faire cheminer ça maintenant à partir d'ici. Je sais qu'ils sont proches, des députés, ils ont des discussions des fois avec eux autres aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que ce serait quelque chose d'avoir un comité municipal de gestion du frein? Je suis sûr que la municipalité doit déjà avoir fait appuyer votre démarche. Présentement, on s'est essayé à 2 reprises. Malheureusement, on n'a pas eu le financement. Je pense qu'on est trop en avance sur la problématique, malheureusement. Persévérer quand même. Il faut en demander encore. C'est ça. Parce que les spécialistes qui peuvent accompagner, il y a toi là, mais il y en faut plus que ça, qui peuvent accompagner la municipalité puis les MRC. Je sais que Catherine Plante, pour la MRC qui me concerne, mon mari, je sais qu'elle a eu beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes. Puis, tu sais, eux autres aussi, ils cherchent, parce que, à un moment donné, il y a un jeu un peu de prise en charge aussi. Tu sais, le provincial va dire, exemple, ça serait la responsabilité des MRC, ça serait la responsabilité des municipalités. Et les municipalités, bien souvent, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les moyens pour agir. Fait que là, c'est ça qui n'est pas évident. Là, on est vraiment comme la grille entre l'arbre et l'écorce. Il va falloir trouver un moyen de... Oui. On parle de la valeur du bois, mais on n'a pas parlé du bois de tiers et on dit, OK, il faut se débarrasser du bois de campagne qui peut transporter la grille, mais si on abat un arbre, là, comme on dit, de 30-40 pieds, qui a un gros volume, est-ce que la grille ne se tient pas juste en surface et est-ce qu'une scierie n'est pas capable de débiter des freins de 20 pieds de long par 18 pouces par 18 pouces et est-ce que ce bois-là est aussi banni ou ce bois-là je sais que la grille n'utilise pas. Ce qui est à l'intérieur d'un arbre, c'est ce qu'on appelle le bois mort. Tu sais, il est encore bon, mais je veux dire, c'est du bois qui il n'y a plus de sel nécessairement qui s'occupe dedans. La partie vivante de l'arbre, c'est la partie dans le premier demi-3 quarts de pouce autour, en gros. Moi, je pense que oui. Moi, c'est ce que je... Non, mais je veux dire, tu sais, dans une dynamique de développer, on parlait en lien avec les procédés, on parlait de torréfication. Moi, je pense qu'il y aurait un tour de roue à faire pour vraiment aller chercher le maximum. Puis l'autre enjeu que j'ai, moi, que je me disais, c'est que si à un moment donné, tous les freins meurent, bien, il y a peut-être des niches en lien avec le bois de sillage, le bois d'œuvre, qui étaient reliés aux freins. S'il n'y a plus de freins, il y a toutes des entreprises qui présentement utilisaient le frein pour des produits spécifiques qui n'auront plus de ressources bientôt. Les planchers de frein, c'est magnifique. Je suis d'accord, j'en ai déjà vu. Est-ce que la matière première coûte rien ici, il n'y a pas de valeur? Ou est-ce que ça serait valorisant pour des séries d'acheter des grandes coups de bois?
des municipalités qui ont utilisé le bois pour faire des tables, des pique-nique, des choses comme ça. C'était une façon de prendre en charge et de communiquer les enjeux. J'ai trouvé ça intéressant. Oui, j'ai pu passer ça. Je veux juste préciser, c'est que si il y a des séries mobiles, par exemple, qui se servent de sillage en même temps à partir de bois dans une zone d'investissement, c'est dans une série. Eux ne sont peut-être pas dans une zone d'investissement. Quand ceux qui sont dans le bois commercial, là, ils sont régis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Exactement. Il y a des gens qui ont des simulations comme ça serait mais c'est pour ça que malheureusement, je n'ai pas toutes les réponses pour vous. Il va y avoir peut-être un deuxième tour de roue à un moment donné. Je ne peux pas vous le garantir, malheureusement. Comme je vous dis, c'est de valeur que, disons que l'écho qu'on a envoyé n'a pas eu de résonance. Mais ce qui est clair, c'est que je la vois, la résonance ici ce soir, puis on va toujours communiquer cet élément-là, puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite. Mais comme je vous dis, moi, je ne peux pas... nous, c'est pareil, on est une organisation, on a un petit financement statutaire, on a beaucoup de demandes, puis on essaie de monter des projets, on utilise le peu d'argent qu'on a pour essayer d'aller chercher un financement qui nous permette de faire avancer des projets. Dans ce cadre-là, je me sens tellement mal à quelque part parce qu'on a convaincu les MRC de nous donner un financement. Finalement, on s'en est servi pour aller chercher les données. Et finalement, les gens du programme nous ont invités à redéposer. Puis, en allant chercher ces données-là supplémentaires, puis quand on a redéposé, ils nous ont refusé une deuxième fois. Moi, j'étais bleu marin. J'étais là, je disais, ça n'a pas de bon sens. Qui a refusé ça? Je préfère pas le dire. Peu importe, c'est qu'il y a des comités, tout ça, puis je pense qu'ils sont pas au courant de ce qu'on vit ici. Ils sont peut-être pas au courant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait un beau projet. Il y avait 2 universités impliquées, il y avait plein d'organismes, il y avait les MRC, les municipalités étaient au courant aussi via la table des maires. Tu sais, il y avait de quoi, là. Puis j'ai trouvé ça bien plate que ça n'a pas marché. Mais regardez, c'est une circonstance qui est comme ça. Il aurait peut-être fallu présenter autrement, dans un autre angle. Des fois, c'est tellement pointilleux, puis il y a tellement de demandes. Des fois, ils n'ont pas le choix de faire des choix. C'est peut-être juste ça aussi qui s'est passé. Ça, on avait déposé à 2 programmes. On avait déposé à 2 milliards d'arts. Dans la première mouture du programme 2 milliards d'arts. C'est fédéral, ça? C'est un programme fédéral. Puis l'autre programme, c'est fédéral. On avait déposé au programme d'interaction communautaire. Il faut écrire à Justin. Oui, directement. Est-ce que les universités pourraient vous aider? Les chercheurs sont sûrement intéressés par le sujet. Il y aurait peut-être François Lorenzetti, il y aurait peut-être un tour de roue à faire avec lui, il est loin. Lui, dans le cadre du projet, il nous fournissait l'expertise des pièges. Puis toute l'installation, il faisait l'encadrement avec nous autres là-dessus. Il allait envoyer des étudiants pour nous aider avec ça. Il y avait François Lorenzetti, peut-être, mais encore là, ils ont tous des projets spécifiques aussi. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Moi, comme je vous dis, la prochaine étape, moi, je pense logique, ce serait de publiciser. Je pense que Jonathan a pris quelques photos. On peut bien montrer l'intérêt pendant les Exactement. photos. Ça prouve qu'il y a de l'intérêt ici. Donc, il est en train de dire qu'au niveau du gouvernement, il n'y a aucun organisme qui s'occupe de cette problématique-là actuellement. Présentement, je sais qu'il y a des réflexions au ministère, c'est Fonds de forêt qui ont des sites qui suivent, mais il n'y a pas de démarche là, vraiment concertée là, de ce côté-là, de ma connaissance. Là. La seule chose, ils veulent savoir s'il y en a, quand il y en a, ils sont. Moi, c'est comme je vous dis, c'est ça, c'est-à-dire que même si tu mets des pièges, que tu inventories qu'il y a de la grille du frein dans ce secteur-là, on n'a pas beaucoup de moyens finalement pour réagir à ça. Je pense que c'est préventif, les moyens d'intervention que nous avons. C'est-à-dire, comme on disait tantôt, je pense qu'il faut reboiser. Quand c'est des petits arbres, il ne faut pas attendre qu'ils soient trop gros et durs à abattre. Je pense qu'il faut les remplacer s'ils sont petits. Les plus gros arbres, le bon sens, c'est de les conserver, c'est sûr, parce que en même temps, comme tu disais, au niveau de l'écologie, il y a le temps de se passer différentes réactions qu'on n'a peut-être pas prévues. Pourquoi qu'on n'en a pas plus que ça encore ici? Je ne sais pas, il y a des choses il y a des données qu'on n'a pas aussi, je crois. Mais moi, je me dis peut-être un programme, peut-être, je ne sais pas, avec 2 milliards d'arbres, en tout cas, il y aurait peut-être ça. Mais encore là, il faut qu'il y ait une part du milieu, mais au moins, c'est quand il y a un financement. Je sais qu'il y avait quand même des bons financements. C'est ça. Mais, comme je dis, je n'aurais pas toutes les réponses. La politique provinciale, les députés se sont sensibilisés. Avec ce soir, on va peut-être tendre une perche, puis
on verra. On verra ce qui se passe. Oui? Est-ce que la compagnie Triazin qui fait le remède connu acceptable pour l'instant a, entre le Michigan et Québec, donc qui est rendu la région périphérique, est-ce qu'il y a eu des zones où il y a des communautés qui ont dit on traite tout au Triazin? Est-ce qu'il y a des taches vertes qui ont été sauvegardées? C'est ça que j'expliquais tantôt. Est-ce que la grille est partie vers rien vu ou aussitôt qu'il arrête de mettre du Triazin? On a fait ressortir au niveau d'études, il me semble que c'est de Triazin, c'est qu'il traitait, je pense que c'est 20% des arbres pour sauver 90% au final des arbres. Mais encore là, c'est des études. Est-ce que c'est possible ici? Comme je vous dis. Nous, c'est vraiment le premier jet qu'on a fait en lien avec la problématique. Après ça, c'est quoi les prochaines étapes? C'est ça. Je pense que c'est une réflexion régionale, c'est ce qu'on voulait proposer de faire. Et peut-être que c'est juste la belle rencontre de ce soir va nous amener où on voulait aller au départ. Avec une réflexion régionale pour vraiment prendre en charge la problématique. Peux-tu aller sur une dernière question? Une dernière? Oui. On freine la grille. On n'arrête pas. Ça va être dur à rester. Est-ce qu'il y a des choses? Merci.